quand on arrive dans un lieu, on est nouveau directeur, on se pose toujours la question de comment on peut inscrire notre projet, la programmation qu'on voulait faire avec l'histoire du lieu. Et moi, je voulais m'inscrire après les 3 directeurs qu'il y a eu avant moi, ne pas arriver en rupture, mais dire voilà, si je prends aujourd'hui les rênes de cette institution, c'est pour développer quelque chose après eux qui inclut tout ce qu'eux ont fait avant moi. Et donc dans cette exposition, il y avait des artistes qui avaient exposé au Centre d'Art en fait. J'avais fait un choix d'artistes. J'avais pas fait une rétrospective, c'était pas du tout mon but de faire une rétrospective ou un hommage ou quoi. C'était juste un choix parmi la programmation passée, quels étaient les artistes importants pour ma programmation qui pouvaient aussi s'inscrire dans une continuité. Et donc j'avais choisi des œuvres qui n'avaient pas forcément été montrées au Centre d'Art, mais qui parlaient indirectement de leur exposition, de leur passage au Centre d'Art. Donc certains de ces artistes étaient passés par Bassivière pour une commande pour le bois de sculpture, d'autres étaient passés par Bassivière pour une exposition. À l'époque, il n'y avait pas de résidence, mais donc ça permettait de retrouver comme ça des figures un peu historiques, certaines qui étaient décédées, d'autres qui sont encore en vie, et puis de les mélanger avec des artistes contemporains qui m'intéressent aujourd'hui, qui sont ceux avec qui je voulais travailler. Donc j'avais aussi proposé des œuvres d'artistes avec qui j'allais travailler dans la programmation à venir 1 ou 2 ans après cette exposition. Ensuite, le sujet de cette exposition portait plutôt sur la matière en fait, dans tous ses états et le cycle des matériaux, parce que j'essayais de trouver un lien entre les premières œuvres du bois de sculpture qui sont extrêmement matiéristes, parce que c'est des œuvres en granit. Donc c'est vraiment la sculpture dans toute sa noblesse, très importante, très massive. Et puis au contraire des pratiques plus contemporaines, où justement il y a la question de l'immatériel, aussi d'une certaine temporalité, qui certaines œuvres sont vraiment minuscules, d'autres sont invisibles le jour, elles sont visibles que la nuit. Et donc c'était comment je pouvais lier en fait ces 2 extrêmes-là entre une sculpture extrêmement matérielle et puis des sculptures qui procèdent par protocole, comme la licorne de Yona Friedman qu'on doit refaire chaque année, comme la baguette de chef d'orchestre de Chris Martin qui est invisible l'été parce que l'arbre a trop de feuilles pour qu'on puisse la voir, elle est visible sur tout l'hiver. Des œuvres aussi qui sont visibles seulement la nuit parce que c'est des néons, c'est des œuvres phosphorescentes, ou des œuvres même qui ont disparu. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, il y a eu des œuvres qui ont disparu soit par les intempéries, elles se sont détruites progressivement, soit il y a eu une tempête en 99 qui a détruit un certain nombre d'œuvres, et puis aussi d'autres œuvres où les artistes finalement n'en sont plus satisfaits, ils ne veulent plus la garder. Et donc comment on peut aujourd'hui avoir une mémoire de ça et puis donner un sens en fait à une collection qui s'est créée de manière très organique, pas du tout avec un plan en fait d'aménagement comme par exemple certains parcs de sculpture très importants où il y avait un plan avant qu'il y ait les œuvres en fait, il y avait une idée avec des urbanistes quand c'est en ville ou avec des paysagistes quand c'est en zone rurale qui élaborent un territoire avec des allées, des places, des différentes manières de se promener. Et puis là, on va ensuite commander des œuvres pour agrémenter cette promenade, quoi. Là, j'exagère un peu, mais on va commander des œuvres pour un emplacement particulier. À Bassivière, c'est tout le contraire de ça, parce que ce sont les œuvres qui sont arrivées d'abord et qui se sont installées de manière complètement désorganisée pendant
30 ans en fait. Et aujourd'hui, c'est comment on donne un sens à toute cet empilement de choses en fait qui n'ont parfois aucun sens entre elles. Enfin, mais c'est ça qui est intéressant pour moi aussi. Les artistes ont toujours choisi leur site en fait depuis l'origine du projet. Ce sont les artistes qui choisissaient leur emplacement. Et c'était validé, il y a une très grande liberté parce que on n'est pas dans un territoire urbain où le territoire est soumis à des autorisations particulières. On est dans un lieu où les autorisations sont assez faciles à obtenir, où il y a encore de l'espace. Et donc il y a une grande liberté sur ce qu'on peut faire. Et puis il n'y a pas du tout de risque de vandalisme. En fait, les seuls risques, c'est les intempéries pour la conservation des œuvres. Et, donc les choses sont assez flexibles. Et ce qui veut dire que donc, les artistes du symposium L'Île aux Pierres des années 83, 84, 85, ils ont fait un festival. Donc les œuvres n'étaient pas pensées pour être permanentes. Elles étaient pensées pour durer le temps d'un festival. Mais ensuite, elles se sont installées, certaines sont restées. C'est ça, quand je dis désorganisé, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'une organisation très organique, très chaotique en fait, de sculpture. Où ça a commencé par un festival. Ensuite, certaines œuvres de ce festival sont toujours là sur place. C'est les œuvres qui se situent plutôt en contrebas entre le château et le lac, qui sont principalement en granit, puisque c'était le but en fait de ce festival, c'était aussi de faire travailler les artisans du granit qui là dans le territoire en Creuse, en Haute-Vienne, n'avaient plus tellement de travail à l'époque. C'était une des économies très importantes avant la Deuxième Guerre mondiale, et puis progressivement on n'a plus du tout construit en granit, donc il n'y avait plus de travail. Donc c'était une manière de relancer un peu cette activité-là aussi. Et puis après, à partir de la création du centre d'art, donc en 86, il y a eu une préfiguration du centre d'art avec le lancement d'un concours d'architecture et la construction, l'idée d'avoir un bâtiment pérenne pour accueillir des expositions. Il y a eu du coup une plus grande pensée de comment on va commander à des artistes des œuvres pour continuer cette collection. Et donc avec la nomination d'un directeur et la structuration d'un centre d'art, ça a permis aussi de un peu plus se structurer. Mais chaque directeur avait une ligne très différente. Il y a eu des œuvres parfois commandées, une moyenne de 1 à 2 œuvres par an environ commandées. Aujourd'hui on arrive à 64 œuvres. Et on n'a pas de budget de restauration, on n'a pas du tout pensé la conservation en fait. On a toujours pensé création, production, commande, nouvelles œuvres et toujours en avant en fait, sans jamais se faire une sorte d'état des lieux. Donc aujourd'hui, moi je trouve un peu démesuré de continuer à commander des choses. Alors qu'on n'a pas fait ce travail d'analyse de ce qu'il y a. Donc je suis à la fois dans une démarche de valorisation de toute cette histoire en essayant de trouver du sens là où il n'y en a pas, parce que parfois il n'y en a pas du tout. Et il y a des œuvres très inégales aussi dans leur qualité, il faut quand même le dire, hein, avec des choses très très médiocres, d'artistes qui sont peut-être plus des artistes aujourd'hui ou qui ont fait ça à un moment de leur carrière, après leur travail a complètement changé. Parce que c'était l'association qui avait fait le festival L'Île aux Pierres, c'était une association composée d'artistes, d'amateurs d'art aussi, d'artistes locaux qui a invité plutôt leurs amis en fait à exposer dans ce festival, ou alors ils invitaient parfois des pointures internationales, mais c'était un peu par copinage ou par... Mais je trouve que c'est intéressant d'en tenir compte en fait, parce que les parcs de sculpture sont souvent basés sur des chefs-d'œuvre. Voilà, il faut la liste de tous les meilleurs artistes du land art,
Donc nous on en a quelques-uns, mais c'est pas notre histoire, quoi. Ouais, donc je trouve ça intéressant de rester fidèle à cette histoire-là et de faire avec en fait. Ben, notre positionnement, c'est qu'on est vraiment inscrit dans un territoire qui est un territoire qui a été construit par l'homme, hein. Vous avez vu avec cette forêt de conifères qui n'existait pas avant les années 30, qui a complètement modifié le paysage, parce qu'avant c'était des landes pour du pâturage, surtout des brebis, et puis dans les zones basses c'était des tourbières en fait, hein, des zones humides avec plutôt des vaches, et puis la forêt a complètement transformé tout ça. Plus dans les années 50, la construction du barrage fin 49, 50, et puis la mise en eau du lac 51-52. Alors avec la création de tous ces lacs, il y a tout un réseau de lacs sur le plateau de Millevaches qui ont vraiment contribué à réaménager le territoire avec un plan d'aménagement de l'État, avec EDF, à l'époque l'entreprise d'électricité. Et tout ce réseau de lacs en fait est aussi connecté à la centrale nucléaire de Civaux près de Poitiers. Donc c'est toute une pensée en fait du territoire qui est très intéressante parce qu'elle n'est pas visible en fait. Quand on vient ici, on voit cette belle forêt, on voit ce lac qui ressemble presque à un lac naturel. Enfin, la nature a pas mal repris ses droits aussi. Je trouve que les contours du lac aussi sont très irréguliers, donc on a ce sentiment que c'est naturel. Mais c'est très intéressant de s'apercevoir à quel point tout ça a été pensé et très construit jusqu'à encore aujourd'hui. Et donc nous, on travaille forcément avec cet arrière-fond-là, quoi. Oui, donc il y avait déjà des actions proposées pour les publics hein, depuis toujours. Hein. C'est très important de faire ce lien avec le public local. Mais la nouvelle chargée de la pédagogie, Adélaïde Laoufi-Boucher, elle a justement proposé des nouvelles actions qui se fondent sur le fait que comme on est dans un paysage, sur une île à 360 degrés, on est forcément plus sensible au climat, à des sensations qui passent par les cinq sens et pas seulement par le visuel. C'est très important aussi de faire ce lien avec les habitants parce qu'il y a une histoire du Centre-Var qui est vraiment liée au territoire. L'idée d'implanter comme ça un lieu, en plus d'une architecture contemporaine, sur cette île où il n'y avait vraiment pas d'architecture contemporaine avant. La seule architecture contemporaine c'était le barrage et les habitants ont suivi toute cette histoire de près, donc ils se sentent concernés. C'est un lieu dont ils sont souvent fiers, en fait, aussi parce qu'on est ouvert toute l'année. Donc le phare aussi symbolise cette lumière sur le plateau de Millevaches, en fait, qui est un territoire très peu peuplé. C'est en France le Limousin et puis principalement la Creuse est le département le moins peuplé. Donc notre rôle est très important en fait pour maintenir une activité, que le fait qu'il y ait une librairie, qu'on est ouvert même en plein hiver quand il y a une tempête de neige, parce qu'on est à 700 mètres d'altitude, donc c'est pas non plus la montagne, mais on a souvent de la neige, on a souvent un climat assez dur, les hivers sont très longs. Alors ça, c'est comme si le centre d'art se transformait l'été dans une autre institution. On est amené, toute l'équipe, à travailler un peu à double vitesse. On a notre activité toute l'année. Donc là, c'est un travail de fond avec la population, avec des associations, tout un travail aussi qui est basé sur un réseau associatif, d'autres structures en partenariat. Dans l'année, on peut vraiment travailler
avec chaque visiteur en fait aussi, et prendre le temps de parler. Il y a vraiment, les visiteurs viennent vivre une expérience. C'est pour ça qu'aussi on a développé des séjours d'immersion l'hiver. Je pense qu'on a un très grand rôle à jouer l'hiver, justement parce qu'il ne se passe pas grand-chose à ce moment-là. Et donc moi je suis persuadée que c'est un lieu qui est fait pour vraiment passer 3 jours d'immersion et vivre vraiment intensément les choses. En revanche, à partir de juillet-août, en juillet-août, c'est un public qui va venir une fois, qui va peut-être jamais revenir, et ils ne viennent pas pour l'art. Ils viennent pour se baigner, pour se promener. Et donc, quand je dis qu'on doit complètement se transformer, c'est qu'on ne peut pas du tout travailler de la même manière. Donc là, on renforce l'équipe. On a beaucoup d'étudiants en médiation l'été. On pense les supports, les outils, les guides de visite de manière complètement différente. Alors en Limousin, comme on a de la place, puisque il y a beaucoup, par exemple l'immobilier n'est pas cher, il y a encore beaucoup de terrains qu'on peut acheter, il y a de la place pour vivre en fait. Et il y a aussi une histoire particulière liée au mouvement de la résistance, jusqu'à aujourd'hui des mouvements altermondialistes, des communautés aussi qui s'installent avec des nouvelles initiatives. Je pense que ces deux choses-là, à la fois l'espace et puis aussi cette histoire de l'engagement, font qu'il y a de la place pour des initiatives très nouvelles et pour la création en fait. Donc l'art contemporain a toute sa place parce que les artistes sont des gens qui réinventent le monde, qui recréent aussi de nouveaux modèles, qui transforment la vie au quotidien. Et la présence d'artistes en Limousin est très naturelle par rapport à d'autres tendances qui vont toucher plutôt à l'environnement, à l'écologie, à l'agriculture, où en fait il y a beaucoup de secteurs innovants en Limousin, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'environnement. Et je crois que les artistes aussi contribuent de cette créativité-là en fait. Donc ils trouvent leur place naturellement ici, et souvent les artistes sont bien accueillis dans les villages où on a souvent une démographie qui se stabilise, mais qui a beaucoup baissé en fait, puisque c'était des travailleurs agricoles, des maçons. Avant c'était les maçons de la Creuse, après c'était les travailleurs agricoles qui sont partis tous aller travailler à la ville en fait. Et aujourd'hui on voit des villages qui se repeuplent, avec une nouvelle population qui est composée beaucoup d'artistes en fait, artistes au sens large. Ça va être des graphistes, des designers, des gens qui travaillent en freelance ou qui font du télétravail, des écrivains, des traducteurs. Donc c'est une population urbaine. C'est une population qui réinvestit la campagne. Voilà, soit urbaine qui décide un petit peu dans une rupture avec la vie urbaine de s'installer à la campagne, soit des gens qui étaient originaires d'ici, c'est-à-dire ils sont nés ici et puis ensuite ils sont partis vivre à Paris, à Lyon, à Bordeaux, ou alors leurs parents étaient d'ici et ils décident de revenir avec un projet d'installation, un projet de travail. Et certains aussi de ces populations sont des jeunes retraités qui décident de prendre leur retraite en Limousin. Et donc c'est des publics qui sont déjà cultivés, qui ont des habitudes culturelles, et donc qui, quand ils s'installent ici, ont des idées, veulent créer des choses, donc ils créent des projections, des débats, des associations pour faire des concerts, des cafés associatifs, et donc on est dans un territoire, surtout sur le plateau de Millevaches, qui est vraiment marqué par cette énergie-là, par ce nouveau dynamisme en fait, avec des néo-ruraux, comme on appelle, qui vont se mêler avec des populations qui ont toujours vécu là.
Oui, alors nous, on a appelé ça le bois de sculpture pour justement dire que c'est un lieu dans lequel on peut se perdre, comme dans un bois, et que dans un bois aussi, il y a une organisation qui n'est pas aménagée avec des allées, donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot parc. Parce que parc veut tout de suite dire un aménagement par l'homme d'un territoire. Nous, on revendique cette idée de bois, justement de cette organicité avec laquelle s'est fait cette collection. Et on n'est pas un musée, quoi. Et même ce bois de sculpture n'est pas un musée, il est avant tout une émanation du centre d'art. Et le centre d'art, c'est un lieu d'expérimentation, de création, de production. Le centre d'art, c'est le lieu du projet de l'artiste, quoi, d'accompagnement de l'artiste. Avec une très grande liberté, avec une très grande écoute aussi des artistes. C'est un peu notre spécificité, c'est que les artistes, on prend du temps avec eux. Ils viennent en montage sur souvent des longues durées pour monter leur exposition, pour réfléchir. Un artiste qui va avoir une œuvre dans le bois de sculpture, c'est quelqu'un qui vient plusieurs fois s'imprégner du lieu. Le projet va mûrir pendant peut-être 3 ans. On ne force rien, on laisse les choses en fait se faire un petit peu toutes seules, et c'est ça qui nous différencie d'un parc de sculpture d'un côté et puis d'un musée de l'autre. C'est-à-dire qu'il y Oui, a quand là même on est à 64 œuvres. Il y a d'autres projets aussi d'aménagement qui nous sont extérieurs, c'est-à-dire on n'est pas les seuls sur ce territoire, on partage l'île avec d'autres acteurs. Donc ça aussi on doit en tenir compte. Qui sont Alors qu'ils sont un syndicat d'aménagement, le syndicat d'aménagement Le Lac de Vassivière. On partage aussi ce territoire avec la région, puisque la région du Limousin a acheté l'île, et donc tous les bâtiments qui s'y trouvent sont propriété de la région. Et puis on partage l'île avec les autres acteurs qui sont les festivals qui ont lieu l'été. Et donc il y a différentes politiques d'aménagement qui vont se croiser. C'est-à-dire que nous, on aimerait que l'île elle soit uniquement dédiée à l'art depuis toujours, mais il y a d'autres choses qui arrivent, comme par exemple des animaux qui vont créer une sorte de ferme pédagogique. Mais nous, si on est là, en tant que centre d'art, en tant qu'art en fait, c'est parce que, et si on a des financements pour ce qu'on fait, c'est parce qu'on contribue à l'aménagement du territoire. On est, par exemple, à la région Limousin, la culture est dans l'aménagement du territoire. Et on le voit aujourd'hui avec l'évolution des politiques, des collectivités territoriales, mais aussi des politiques européennes, que la culture, finalement, toute seule, ne pèse plus tellement dans les budgets. Elle est toujours associée à des volontés d'aménagement touristique, de développement économique. Nous, ici, on parle beaucoup d'attractivité du territoire, parce que le but de la région est de repeupler tous ces territoires et de faire venir des entreprises aussi, quoi, pour créer de l'emploi, de l'attractivité économique. L'art contemporain contribue à l'attractivité. Et c'est aussi pour cette raison que autant d'institutions Limousin sont soutenues financièrement, parce que autant dans d'autres régions, il va y avoir un patrimoine très important, ou des villes de patrimoine dans lesquelles on peut passer plusieurs jours. Autant Limousin, c'est plutôt une région de passage, où l'identité de cette région, elle est moins claire que d'autres régions. Et donc les politiques ont identifié l'art contemporain comme quelque chose d'original, d'innovant, qu'il faut soutenir. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant de musées, de centres d'art, de lieux de résidence. Il faut être conscient que la culture aujourd'hui, mais ça je pense que c'est dans toutes les politiques européennes, et c'est pas seulement chez nous, elle est un élément parmi d'autres de développement économique, touristique. Donc soit on en est conscient et puis
on travaille avec ça justement pour quand même conserver une certaine liberté pour les artistes. Soit on refuse ça et puis du coup je pense que les institutions disparaissent je pense que c'est à nous de s'adapter à tous ces bouleversements qui arrivent dans les politiques et non, je pense pas. Je pense pas que ça modifie du moment que moi, mes objectifs restent les artistes et les publics en fait. Voilà. Moi, mes objectifs principaux, c'est de travailler avec les artistes et avec les publics, de faire en sorte que les artistes gardent une liberté, continuent à être respectés pour leur travail. On continue à leur permettre des choses qui sont parfois impossibles, et ça, je crois que c'est aussi le rôle du centre d'art, d'être dans une écoute de l'artiste, surtout dans une époque où je pense les directeurs d'institutions, les commissaires voyagent énormément, sont toujours dans une fuite en avant, de connaître toujours ce qui se fait au niveau de la globalisation de l'art contemporain, le plus nouveau toujours. Je trouve ça très important pour nous de, au contraire, se concentrer sur l'artiste, de prendre du temps pour son projet en fait. Et donc chaque artiste, je pense, a un accueil exceptionnel à Vassivière parce qu'on déjeune tous les jours ensemble. Ça passe au quotidien par un contact très intime en fait avec l'artiste. Aussi du fait qu'on est sur une île, l'artiste ne peut pas aller acheter un sandwich au coin de la rue, c'est pas possible. Donc nous, on met en place toute une structure d'accueil aussi qui fait que l'artiste va plus se concentrer, je pense, que dans une autre grosse institution. Et cette exception, en fait, là, je crois qu'elle est vraiment notre force. Donc on continue, c'est vraiment notre force, quoi. C'est l'accueil, c'est l'écoute, c'est le temps qu'on passe avec les artistes. Et aussi, je crois, quand j'ai parlé de globalisation, il y a aussi une sorte d'homogénéisation, de nivellement parfois de l'art. Et donc nous, c'est au contraire affirmer une spécificité qui vient à la fois de ce bâtiment architectural dont les artistes doivent tenir compte et de ce paysage avec cette histoire très particulière dont les artistes doivent aussi tenir compte par défaut. Enfin, même s'ils ne le souhaitent pas, ils vont toujours se renseigner sur l'histoire du lieu, parce que c'est intrinsèque à cette histoire-là, pour créer une œuvre pour le bois de sculpture par exemple, ou pour venir en résidence. Et donc c'est cette spécificité et puis aussi cet ancrage local, donc avec l'histoire de ces populations, avec l'histoire des usages aussi de la terre, la question des ressources énergétiques. Je pense que les gens qui viennent à Vassivière viennent aussi pour avoir un certain calme par rapport à l'agitation urbaine. Les paysages sont vraiment très beaux, hein, les tourbières, les landes. Tout le plateau de Mille Vaches est magnifique. Donc on a un public qui aime la nature, qui vient en randonnée, qui aime marcher et qui en même temps a des habitudes culturelles, donc ils viennent aussi pour voir de l'art contemporain. Et c'est cette association des deux qui les intéresse. Nous, on est donc à la fois un lieu isolé, avec une part en fait préservée, à la fois de nature, de cadre de vie, parce qu'il y a peu de population, parce qu'il y a peu de bâtis, en fait, il y a très peu de construction. Les villages sont encore très beaux, en granit. Et en même temps, on est le centre d'art, pour moi, c'est très important qu'il soit lié à des réalités sociales. C'est-à-dire, la campagne aujourd'hui, c'est pas du tout une campagne idéalisée, et c'est tout de suite une relation à l'urbain. On peut pas envisager le rural sans l'urbain aujourd'hui.
avec tous ces bouleversements à venir où les métropoles vont prendre de plus en plus d'importance par rapport aux zones rurales qui vont devenir un peu des zones de loisirs, des espaces verts pour les métropoles. Donc nous, on est très conscients de ça aussi, de continuer à maintenir une activité en zone rurale, que les zones rurales continuent à être des lieux de vie et pas uniquement des lieux de loisirs pour les métropoles. Donc il y a toutes ces questions-là. Et il y a aussi toutes les réalités sociales liées à la zone rurale, donc qui sont l'accès à la terre, par exemple, pour les agriculteurs, qui est très compliqué, toutes les questions, toutes les normes européennes aussi qui sont imposées pour l'élevage, pour l'agriculture, des réalités voilà, qui touchent le quotidien des agriculteurs, qui sont parfois très dures, quoi. Et puis la question de l'emploi aussi, parce que c'est des zones où il y a très peu de travail, donc des populations souvent pauvres, qui ont peu accès à la culture. Donc c'est important qu'on tienne compte, je pense, dans notre relation au territoire pour la programmation d'un territoire qui est aussi un territoire marqué par des questions d'anthropologie, d'ethnologie, par l'idéologie aussi, avec toute cette histoire-là de la résistance, de tous ces mouvements politiques qui sont intéressants, de l'autonomie, des recherches d'autonomie. Donc je crois qu'on est complètement lié à ça. C'est vrai que quand j'imagine des artistes pour Vassivière, je les imagine dans une... comme des... oui. Je les imagine en fait comprendre les contradictions et les paradoxes de ce territoire. C'est-à-dire, j'invite pas des artistes qui vont venir ici pour créer dans une nature idéalisée, pour renouveler le sublime, comme j'ai pu le faire à Noisy-le-Sec, où là, justement, on était dans une zone très urbaine, de banlieue, et où je voulais justement créer une programmation un peu en porte-à-faux par rapport à ça, parce que justement, ce qu'on attendait de nous, c'était de faire des expositions sur la réalité sociale des banlieues, des questions d'immigration, d'identité, des questions de société, et que justement j'avais pas du tout envie d'être là où on nous attendait, quoi. Et que parce que je trouve que pour les populations c'était d'un ennui profond d'aller voir une exposition qui parle de leur vie au quotidien. Donc à Vassivière, je veux pas être en rupture avec le territoire, mais je voudrais que les artistes puissent prendre conscience de toutes les facettes en fait de ce territoire, dans son histoire, dans ses paradoxes, justement nature, et puis nature construite, aménagement. Donc c'est plutôt ces critères-là, quoi. Est-ce que l'artiste, quand je vais l'inviter, il va être à même de s'intéresser à ces choses-là? Est-ce qu'il va réussir à voir dans ce qui est invisible a priori, toute cet arrière-fond? Est-ce que voilà, plutôt qu'un artiste qui aime la nature, quoi. Ça m'intéresse pas. C'est plutôt des artistes où je vais sentir qu'ils vont s'intéresser à tel ou tel aspect, et parfois je suis un petit peu déçue parce que certains artistes ils restent un peu dans leur monde, quoi, alors qu'on essaye de justement donner toutes les conditions pour qu'ils découvrent ce lieu dans toutes ses facettes. Mais je crois que c'est parce que c'est des formations professionnelles où ils enchaînent expo après expo, ils n'arrêtent pas de voyager. Nous, justement, on va essayer de dire aux artistes, les artistes viennent en repérage une première fois, et lors de leur visite de repérage, on essaye de leur présenter
le lieu dans ce qu'il a de plus riche, de plus inspirant. Certains artistes, on va les emmener visiter le barrage, d'autres, on va les emmener un peu se balader dans d'autres coins pour qu'ils voient comment tout ça est lié avec les lacs, avec la forêt. D'autres artistes, on va leur faire rencontrer. Il y a un habitant qui vit encore sur l'île, qui est un vieux monsieur qui a connu le territoire avant le lac. Donc parfois, on lui fait rencontrer les artistes. Et donc, en fonction de chaque artiste, moi, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui peut l'intéresser. Et donc, on espère qu'ensuite, l'artiste, dans son projet, va essayer de travailler différemment. Et Fernanda Gomes, par exemple, une artiste brésilienne, c'était vraiment formidable parce elle voulait pas voir le lieu en repérage. Elle a dit qu'elle faisait pas de repérage parce qu'elle préférait travailler vraiment sur place au moment voulu du montage d'exposition. Et elle a dit je veux rien transporter, je trouverai tous les matériaux sur place. Donc elle a récupéré plein de morceaux de bois dans nos réserves, dans tous les stockages qu'on a, des choses qui traînaient. On a demandé aussi à d'autres musées, d'autres institutions qu'est-ce qu'ils avaient dans leurs réserves. Elle a récupéré tout ça pour faire une très très belle exposition avec ce qu'elle a trouvé, quoi. Et elle s'est mise elle-même dans une attitude moi j'ai trouvé très juste pour le lieu, quoi, où elle était beaucoup en observation, elle était à l'écoute des choses, quoi. Et c'était une des plus belles expositions, mais qui a quand même été critiquée par les habitants parce que c'était moins spectaculaire, c'était moins des œuvres d'art avec un savoir-faire. Voilà. Donc il y a cette tension quand même aussi. Ouais, parfois. C'est-à-dire d'aller dans une direction qui sera pas comprise. Voilà, une direction qui pour moi était complètement naturelle avec le lieu, complètement harmonieuse parce que c'était une artiste qui utilisait des matériaux existants, donc dans un souci vraiment de respect de l'environnement, de ne pas acheter des matériaux neufs. C'est des questions qui intéressent les gens ici. Cette question du recyclage, du devenir des déchets. Les gens sont très concernés par ça et de manière paradoxale, ils ne vont pas apprécier une artiste qui travaille avec des matériaux recyclés parce qu'ils vont dire que c'est pas de l'art, que tout le monde peut faire ça, que c'est pas des matériaux nobles. Et donc ça, c'est un autre problème, c'est que souvent on attend de l'art un savoir-faire, quoi. Voilà, c'est une autre question. La difficulté, c'est que ce sont des œuvres moins spectaculaires qui demandent un rapport à la temporalité aussi, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse moi, c'est que les œuvres doivent être refaites, doivent être interprétées par l'équipe aussi qui les refait chaque année. Elle pose en fait les conditions de leur appréciation, de leur perception en fait. C'est des œuvres qui demandent qu'on tienne compte de leur durée, de la manière dont elles sont faites, de leur contexte. Et donc ça, c'est vrai que c'est plus difficile qu'une œuvre qu'on va planter là, qui existe comme un tout. Ah si, je pense que oui, parce que justement le fil conducteur, c'est la question de la matière. Et donc la sculpture, elle est vraiment liée intimement à la matière. Et cette notion de matière me permet de couvrir un champ très large entre justement des sculptures très concrètes en granit, comme il y a dans le symposium de sculpture des années 80, jusqu'à aujourd'hui des œuvres à protocole. Qui se situe plutôt dans une dématérialisation. Et je trouve que c'est très intéressant ce fil conducteur par la matière entre ces deux pôles-là. En fait. Donc il y a une vraie réflexion sur la sculpture. Oui, parce que pour moi, la sculpture est composée d'immatériel. Elle est aussi composée de lumière, de son parfois. On va inviter bientôt Dominique Petitgand. C'est un artiste plasticien, mais qui n'utilise que du son. Donc le centre d'art va être vide et il y aura uniquement
des bandes son avec des haut-parleurs. En fait, la seule matérialité, ce sera les haut-parleurs qu'il ne veut pas cacher, il veut les laisser visibles parce que c'est de l'équipement, quoi. Et en fait, il travaille sur le langage avec tout ce qui est les bribes de langage, les mots d'hésitation, tous les mots de liaison, tous les petits sons qu'on fait entre chaque mot, en fait, les les choses comme ça, les hésitations. Et donc je pense que c'est très intéressant. Pour moi, c'est un sculpteur, en fait, mais il sculpte du son dans un espace. Le centre d'art, il n'est pas à White Cube, c'est pour ça. Enfin, il est une C'est quand architecture, même un espace oui, d'exposition. pour l'exposition, mais qui a été conçu par les architectes comme déjà étant l'inverse d'un musée, déjà un lieu avec des conditions d'accrochage très difficiles, voulues par les architectes. Et ça, je le sais parce que Xavier Fabre, qui a suivi tout le projet, l'assistant d'Aldo Rossi, nous a vraiment expliqué que, par exemple, ils avaient travaillé avec ces demi-lunes pour que la lumière arrive exprès sur les œuvres et circule et que ça gêne en fait la perception des œuvres. Et c'est vrai que c'est pas du tout un lieu qui est adapté à des accrochages, pas du tout. Ils ont aussi travaillé pour introduire des matériaux et des couleurs qui prédominent en fait sur l'espace, comme tous les huisseries, les fenêtres, les portes qui sont peintes en vert, la présence de la brique, la présence du granit, le sol en granit qui est très présent, ces plaintes là, ces moulures en granit, c'est des éléments qui en fait nous empêchent vraiment de se concentrer sur l'œuvre d'art elle-même en fait, et qui gênent l'autonomie de l'œuvre d'art. Donc je pense que le lieu, il est déjà, il contient tout ça, et les artistes doivent déjà travailler in situ dans un bâtiment qui est... Certains artistes nous disent qu'ils détestent ce bâtiment, qui vont aller contre en fait le bâtiment. Donc ils vont transformer le lieu. D'autres artistes au contraire se retirent d'une manière un peu trop référencieuse. Ils ont un petit peu peur de cette architecture. Ils vont un petit peu s'effacer. Enfin, il y a un rapport qui est toujours un peu conflictuel à ce bâtiment, de la même manière que dans l'espace public, quoi. Pour moi, je vois pas de différence. La seule différence, c'est sur la question de la conservation, parce que pour que les œuvres puissent durer, avec les intempéries, il faut quand même bien anticiper. Oui, les artistes qui viennent en résidence, c'est des résidences de recherche qui ne sont pas forcément liées à des expositions ou à des commandes pour le bois de sculpture. C'est vraiment c'est parallèle, c'est-à-dire que ça peut permettre les conditions d'émergence d'un désir de créer quelque chose, mais c'est pas le but des résidences. Donc je trouve ça plus intéressant de faire venir des gens en résidence qui vont faire d'abord une recherche, qui vont être un peu immergés pendant plusieurs mois sur cette île en fait, et puis tout autour, qui vont circuler tout autour sur le territoire pour produire quelque chose, mais on ne leur demande pas un résultat. Mais finalement tous produisent quand même une création, qu'elle soit littéraire, cinématographique, chorégraphique, musicale, parce que c'est des résidences pluridisciplinaires qui mêlent plasticiens, écrivains et puis d'autres disciplines autour du paysage. Et certains vont avoir le désir peut-être d'ensuite proposer une œuvre, donc ça va venir de manière très progressive, ça va prendre 2-3 ans parfois. Les artistes qui exposent au centre d'art aussi, certains, ils savent tous qu'il y a cette possibilité éventuellement de créer une œuvre pour l'extérieur. En fait, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Oui, mais je laisse quand même ouvert la porte toujours aux artistes. Donc Dominique Guéquière qui a exposé au Centre d'Art,
je lui avais dit, tu sais, il y a cette possibilité-là, si tu penses à quelque chose, etc. Et c'est comme ça que le Frac Limousin a pu acquérir une œuvre à protocole qui s'appelle Ombre électrique. D'autres artistes ne sont pas très sensibles au bois de sculpture. Donc eux, il n'y aura pas forcément de commande plus tard. Enfin. Oui, donc il y a eu, pour pouvoir enrichir cette collection avec des moyens limités, parce que commander une œuvre à chaque fois demande des gros moyens, on a aussi suggéré à des collections publiques d'acquérir des œuvres en vue d'un dépôt permanent sur l'île. Donc c'est le cas du FRAC Limousin, du Fonds régional d'art contemporain en Limousin, où il y a 4 œuvres qui ont été acquises, dont très récemment l'œuvre de Dominique Guéquière. Et ces œuvres, elles ont été acquises dans un but aussi de les mettre en dépôt chez nous. Donc c'est assez intéressant parce que ça veut dire que cette œuvre, elle ne va pas rester dans une réserve, elle va être tout de suite visible dans un site important. Ce qui permet aussi de protéger aussi le statut d'une œuvre et les conditions aussi de réalisation de cette œuvre. Enfin. Il y a un contraste. Il y avait une volonté en fait de pouvoir s'isoler du paysage. Parce que le paysage, il est partout, cette nature, elle est très forte. Le climat est très changeant aussi, j'ai pas parlé de ça, mais on est toujours confronté aux éléments. Il peut grêler tout d'un coup après une journée très ensoleillée. On est confronté de manière directe au climat, au changement du ciel aussi, parce qu'on voit le ciel nous entoure à 360 degrés, on est tout le temps confronté à ça. Et je crois qu'on est aussi en relation très forte à la matière du paysage, qui sont le brouillard, la boue. On ne peut pas échapper en fait à un côté vraiment très concret, très tactile en fait du lieu. On est vraiment immergé dans un paysage. Et je crois que les architectes avaient souhaité justement permettre qu'on puisse s'isoler de ça pour justement se concentrer, parce que ce paysage est tellement fort que ça pouvait, je pense, être difficile pour les artistes de se concentrer. Donc c'est un lieu où ils ont prévu des volets. On peut complètement fermer tous les volets de ce grand couloir qu'ils ont pensé comme un courant d'air, avec cette référence à l'inspiration, voilà, un courant d'air, quelque chose qui traverse le château, c'est très poétique. Et on peut fermer les volets et du coup être dans ce tube blanc dans lequel on peut créer, on peut se concentrer, réfléchir. Voilà. Je pense que c'était plutôt par rapport à ça. C'est pas pour créer quelque chose de très design ou de très urbain par rapport au paysage. Je pense que c'est plutôt pour permettre... que tout ne soit pas... Parce que ce dehors, cet extérieur, il est trop fort parfois, quoi. Je pense que c'est plutôt cette volonté.